C'est une institution qui a pour habitude de rester discrète. Loin des tractations politiques et des feuilletons électoraux, le Conseil constitutionnel semble flotter au-dessus de la vie politique. Pourtant, depuis quelques semaines, une nomination a projeté cette instance sur le devant de la scène. En effet, le 7 mars prochain, le président du Conseil, Laurent Fabius, arrivera au terme de son mandat de 9 ans. Une échéance qui inquiète d'ores et déjà ce dernier. Qui Emmanuel Macron a-t-il l'intention de nommer à sa succession? Bon, comme vous le voyez, de l'eau a coulé sous les ponts depuis l'écriture de cette vidéo. Au moment où je la poste, on sait déjà que c'est Richard Ferrand, un proche d'Emmanuel Macron, qui va prendre la place de Laurent Fabius à la tête du Conseil constitutionnel. Un changement essentiel, mais qui n'aura que peu d'impact sur le fond de la vidéo. Donc veuillez m'excuser pour les quelques anachronismes qui vont suivre, et sur ce, bonne vidéo. Une crainte qui met en évidence la portée du pouvoir du Conseil constitutionnel. Un pouvoir que son président estime de plus en plus crucial avec le contexte de montée de l'extrême droite et de remise en question de l'état de droit. Mais alors que faut-il comprendre de cette agitation entraînée par cette nomination? Quel rôle concret joue le Conseil constitutionnel au sein de la vie politique? Et enfin, est-ce que cette instance ne cache pas certaines faiblesses? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Le Conseil constitutionnel est né en même temps que la Ve République, le 4 octobre 1958. C'est une institution indépendante dont le rôle est de réguler les pouvoirs et de garantir la conformité de la loi à la Constitution. Cette mission est confiée à 9 personnes, 9 sages si l'on reprend leur surnom. Et oui, les membres du Conseil constitutionnel sont appelés les 9 sages. Déjà parce qu'ils sont 9, ça va de soi, 9 membres nommés pour 9 ans et dont un tiers est renouvelé tous les 3 ans. Donc tous les 3 ans, 3 membres du Conseil sont remplacés et cette nomination n'est pas laissée au premier passant du coin. Ce sont le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale qui choisissent chacun un nouveau membre. Mais ce n'est pas tout. Les anciens présidents de la République font partie de droit du Conseil, même s'ils peuvent refuser leur participation. Les seules personnalités qui ne peuvent être nommées au Conseil constitutionnel sont les membres du gouvernement, du Conseil économique, social et environnemental, le défenseur des droits ainsi que tout autre élu. Un membre peut démissionner ou être déclaré démissionnaire d'office si le Conseil constitutionnel constate une incompatibilité ou une incapacité physique permanente. Et c'est au président de la République que revient le choix du président du Conseil. Un privilège de taille car la voix du président du Conseil compte double dans les décisions de l'institution. Et oui, le Conseil constitutionnel est une institution collégiale. Il ne siège et ne juge qu'en formation plénière et ses décisions sont rendues par au moins 7 de ses membres. C'est ce qu'on appelle le quorum. Mais si aucune majorité ne se dévoile, c'est alors la voix du président du Conseil qui devient prépondérante. En fait, c'est son choix qui sera appliqué. C'est pour cela que sa nomination est un enjeu de taille pour la vie politique. Mais concrètement, comment agit le Conseil? Eh bien, le Conseil est une juridiction dont les audiences suivent le rythme des requêtes dont il est saisi. Et ces requêtes peuvent prendre plusieurs formes. Tout d'abord, les 9 sages sont obligatoirement saisis des lois organiques avant leur promulgation et des règlements des assemblées parlementaires avant leur entrée en vigueur. Les engagements internationaux peuvent aussi être vérifiés par le Conseil avant leur ratification, tout comme les lois adoptées par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et la répartition des compétences entre l'État et certaines collectivités d'outre-mer, à ce jour la Polynésie française, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Le Conseil veille à la régularité des élections ainsi qu'au processus de référendum dont il proclame les résultats. Ouvertes aux électeurs, ces saisines du Conseil peuvent aussi faire référence au contrôle du financement et des dépenses électorales, en large augmentation en 2012. M. Emmanuel Macron ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, le Conseil constitutionnel, en ce 27 avril 2022, proclame M. Emmanuel Macron élu président de la République. Le Conseil constitutionnel émet également un avis consultatif sur l'application du fameux article 16. Mais si vous savez cet article qui permet au président de la République de s'octroyer des pouvoirs exceptionnels en temps de crise exceptionnelle. Mais cet avis n'est que consultatif, c'est-à-dire que le président peut très bien passer outre les recommandations du Conseil constitutionnel. Et c'est seulement au bout de 30 jours d'application, et seulement si l'un des présidents des assemblées, ou 60 sénateurs, ou 60 députés saisissent le Conseil, que ce dernier peut se prononcer sur la poursuite de l'octroi de ses pouvoirs exceptionnels. Au bout de 60 jours quand même, le Conseil peut se prononcer de lui-même et de plein droit sur cette question. Ensuite, le Conseil peut plancher sur des questions de constitutionnalité a priori. Oui, le Conseil se prononce sur la conformité des lois avant qu'elles ne soient promulguées et donc appliquées. Mais là aussi, il doit être saisi soit par le président de la République, le Premier ministre, l'un des présidents des assemblées, ou 60 députés ou 60 sénateurs.
Dans ce cas, le Conseil doit se prononcer dans un délai d'1 mois ou de 8 jours s'il y a urgence. Depuis le 1er mars 2010 et à la suite de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, les compétences du Conseil ont été largement étendues. Il peut désormais vérifier si les conditions de présentation des projets de loi du gouvernement répondent aux conditions fixées par la loi organique numéro 2009-403 du 15 avril 2009. Les 9 sages sont également amenés à étudier des lois qui ont déjà été promulguées. C'est ce qu'on appelle les questions prioritaires de constitutionnalité, les fameuses QPC. Le Conseil constitutionnel contrôle si une disposition législative déjà en application porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Cette analyse est à l'initiative de tout justiciable qui, lors de son procès, estime que la loi porte atteinte à ses droits et libertés. Toutefois, le Conseil n'est pas directement saisi par le justiciable, mais par une haute juridiction, soit la Cour de cassation, soit le Conseil d'État, à qui on a transmis le dossier. Pour résumer, le Conseil détient un large éventail de prérogatives, mais pour les utiliser, il doit le plus souvent être saisi. Il ne peut pas agir seul. Mais une fois sa décision rendue, elle s'applique au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Aussi, le Conseil peut décider de censurer totalement ou partiellement une loi, et cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. Sitôt prononcée, sitôt appliquée. Et des décisions, les 9 sages en prennent de plus en plus. Le Conseil constitutionnel, la plupart du temps, ne fait que répondre à des sollicitations extérieures. Et ces sollicitations ont largement augmenté ces dernières années et ça ne vient pas de nulle part. Oui, le Conseil a suivi une politique d'ouverture. Il faut savoir que les parlementaires n'ont pas toujours eu accès à ces avis. Ce n'est qu'avec la révision de 1974 qu'est donné le droit à une minorité de parlementaires de pouvoir saisir le Conseil constitutionnel sur une loi ordinaire. Jusqu'alors, ce droit était réservé au président de la République, au Premier ministre ou au président des deux assemblées. Une première étape qui rapproche le Conseil constitutionnel des enjeux et des émules de la vie politique du pays. Et la réforme de 2018, permettant à tout justiciable de solliciter le Conseil constitutionnel, poursuit cette ouverture. Une politique qui se traduit par une forte augmentation de l'activité des 9 sages. Depuis 2010, le Conseil rend annuellement 2 fois plus de décisions qu'avant la réforme de la QPC de 2008 et bien plus qu'avant l'ouverture de la saisine aux parlementaires en 1974. Rien qu'en 2024, le Conseil constitutionnel a rendu 17 décisions de constitutionnalité et 44 décisions de questions prioritaires de constitutionnalité, soit un total de 900 lois depuis 1974. Cette ouverture a notamment pour objectif d'intensifier le contrôle des nouvelles lois et de promouvoir les droits de l'opposition. Et oui, en autorisant une minorité de parlementaires à saisir le Conseil constitutionnel lors de l'élaboration d'une loi, cette réforme permet aux parlementaires de l'opposition d'imposer un contrôle sur les projets de loi soutenus ou présentés par la majorité présidentielle. Et dans le régime de la Ve République qui fait la part belle au pouvoir exécutif et au groupe présidentiel, ce droit n'est pas de trop. En tant que garant du respect de la Constitution et donc de l'état de droit, le Conseil constitutionnel est primordial dans nos institutions. Sans lui, l'État pourrait effectivement continuer de fonctionner, mais en risquant d'aller à l'encontre des règles de notre régime et de nos droits fondamentaux. Un rôle prépondérant qui tourmente l'actuel président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, qui se questionne sur l'identité de son successeur. Début mars, le Conseil constitutionnel sera renouvelé d'un tiers de ses membres, dont son président. Et ce sera donc à Yaël Braun-Pivet, Gérard Larcher et Emmanuel Macron de nommer les 3 nouveaux sages. Et parmi eux, Emmanuel Macron aura l'honneur de désigner le nouveau président du Conseil. Et c'est bien ce choix qui inquiète Laurent Fabius, qui a laissé entendre ses craintes au président de la République et à la presse. C'est dans un article de l'Express qu'on apprend l'appréhension qui secoue Laurent Fabius. Dans le récit d'une soirée à l'Élysée, le journal retranscrit les mises en garde de l'actuel président du Conseil constitutionnel quant au choix décisif de son successeur. Il faudra pouvoir résister à des tentatives de subversion de la Constitution. La question de la personnalité appelée à me succéder sera évidemment décisive, peut-être comme elle ne l'a jamais été. Aucune nomination n'a plus d'importance que celle-ci. Et ces craintes ne sont pas irréalistes, voire même pas du tout. Elles s'ancrent à la fois dans des faits tangibles et dans une anticipation politique crédible. Comme vous l'aurez compris, le président du Conseil constitutionnel est un sage parmi les sages. Et cette place singulière lui confère une double voix lors des décisions du Conseil, ainsi qu'une voix décisive en cas de désaccord. Une place singulière qui lui octroie de grands pouvoirs et donc de grandes responsabilités, partagées avec le président de la République lorsqu'il désigne l'heureux élu. Un choix unilatéral donc, aux conséquences capitales, d'autant plus dans le contexte de flou politique que nous traversons. Propagation des mots et des idées de l'extrême droite, montée électorale du RN et fragilisation de l'état de droit, plusieurs signaux peuvent en effet nourrir une inquiétude. Le temps de votre premier mandat a été notamment percuté par une accumulation de crises, avec
notamment un certain malaise démocratique préoccupant. Je compléterai volontiers par ces mots-ci de Victor Hugo. En ces temps troublés, soyons les serviteurs du droit et les esclaves du devoir. Servir le droit, c'est d'abord évidemment respecter l'état de droit. Ce patrimoine précieux de principes essentiels à nos démocraties et à notre République. Et oui, la mission des 9 sages est bien le maintien de l'état de droit, comme il est écrit dans l'article 61-1 de la Constitution, qui indique que le Conseil peut être saisi lorsqu'il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Et c'est bien parce que le Conseil constitutionnel est indépendant qu'il peut se prévaloir de cette mission. Quand bien même des politiques souhaiteraient mettre à mal l'état de droit, le Conseil, grâce à son autonomie, doit pouvoir faire obstacle. Mais cette affirmation est bousculée par certains professeurs de droit. En effet, l'indépendance du Conseil est régulièrement remise en question, et notamment à cause de son processus de nomination. Dans une tribune publiée par Le Monde en mai 2023, François-Julien Laferrière, professeur de droit, dresse les principales défaillances du mode de désignation des sages de la rue Montpensier. Pour lui, le mode de désignation des membres est l'une des sources de faiblesse de l'institution. Et il en souligne 3 facteurs. Tout d'abord, le manque de neutralité politique qui résulte de ce système de nomination. Les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être choisis que par des politiques en fonction. Le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée. Il est vrai qu'on peut trouver mieux pour garantir la neutralité politique des membres d'une instance. De plus, parmi ces autorités de nomination, 2 participent directement au processus politique d'élaboration des lois. Le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Et le président de la République prend part à la majorité des projets de loi présentés par le gouvernement. Et le professeur de droit ne mâche pas ses mots. Il qualifie ce système de nomination de mélange des genres et même source de conflit d'intérêts, car il implique d'emblée un marquage politique des membres du Conseil constitutionnel. Une signature politique renforcée par les antécédents de ses membres. En effet, toutes les personnes siégeant au Conseil constitutionnel viennent du monde politique. Laurent Fabius a été Premier ministre sous Mitterrand et ministre de l'économie notamment. Jacqueline Gourault a été sénatrice, vice-présidente du Sénat et ministre auprès du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb en 2017 dans le gouvernement Valls. Alain Juppé, que vous devez connaître, a été entre autres Premier ministre sous Jacques Chirac. Donc en pratique, il est difficile de renier sa carrière. Et quand bien même ils y arrivaient, ils gardent leurs idées. Et ce passé politique pose un autre souci pour le professeur de droit. Pour lui, l'activité du Conseil constitutionnel doit être un contrôle juridique et non politique. Il semblerait donc logique d'exiger des sages une certaine expertise du droit, d'autant plus au regard des pouvoirs de censure de l'institution. Pourtant, rien dans les textes ne précise l'obligation d'avoir ces connaissances. Laureline Fontaine, Thomas Perrault et Dominique Rousseau, tous 3 professeurs de droit également, partagent ces critiques. Et au regard d'une affaire impliquant le Conseil constitutionnel, ils en soulignent les conséquences. Le 1er avril 2022, le Conseil constitutionnel est saisi par voie de QPC par l'association La Sphinx à propos de la loi portant sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, autrement dit la loi Elan. Cette association s'était vue rejeter son recours devant le tribunal de Versailles pour avoir demandé l'annulation d'un permis de construire accordé à Total Energy. Mais le Conseil constitutionnel avait confirmé la constitutionnalité de la disposition empêchant l'association de porter un recours sur ce permis de construire. Jusqu'ici, rien d'incroyable. Le souci réside encore une fois dans le passé politique des membres du Conseil. En effet, Jacques Mézard et Jacqueline Gourault, 2 sages qui ont participé à la décision du Conseil constitutionnel, sont également 2 anciens ministres qui ont eu un rôle dans l'élaboration de la loi Elan. Voici un an qu'avec le secrétaire d'État Julien de Normandie, nous avions lancé ce grand chantier de la loi Elan pour réformer en profondeur la politique du logement dans ce pays. Autrement dit, ils ont eu à juger de la constitutionnalité d'une loi qu'ils ont eux-mêmes écrite ou soutenue. Et attention, cette affaire n'est pas un simple caprice d'associations étudiantes. Non, Nature Environnement, La Sphinx et Greenpeace France ont porté ce dossier devant le comité Arus. Ce nom ne vous dit sûrement rien et pourtant, cette instance n'est pas n'importe laquelle. C'est le comité de l'ONU chargé de suivre l'application de la convention du même nom, portant notamment sur la question de l'accès à la justice à des fins de protection de l'environnement. Et oui, c'est remonté assez haut. Et le comité a validé la recevabilité du processus engagé contre la France et contre le Conseil constitutionnel, dénonçant des violations majeures par la France du droit d'accès à la justice du public en matière d'environnement, et en particulier une violation systémique du droit d'accès à un tribunal indépendant et impartial devant le Conseil constitutionnel.
Parmi ces griefs adressés par les trois associations, nous retrouvons le rôle discutable de Jacques Mézard et de Jacqueline Gouraud. Donc bien que le Conseil constitutionnel exige une impartialité, ses membres, tous d'origine politique, peuvent peiner à se dédire des idées et des opinions qu'ils ont défendues. Pourtant, des mécanismes communs à toutes les juridictions doivent limiter ces situations. Et ce sont le déport et la récusation. Le déport permet d'évincer une personne d'un jugement parce qu'il se trouve dans une situation objective de partialité. Et la récusation donne le droit aux parties prenantes d'un procès de demander la mise à l'écart d'un des membres du Conseil pour les mêmes raisons de partialité. Mais dans l'affaire de la Sphinx, Jacqueline Gouraud n'a pas été retirée du jugement. Encore une fois, cette affaire met en évidence les critiques du fonctionnement du Conseil constitutionnel. Des défaillances qui, pour les professeurs Laureline Fontaine, Thomas Perrault et Dominique Rousseau, ne sont pas le cas d'un seul dossier. Ces manquements aux standards du fonctionnement des juridictions ne sont pas, hélas, le fait de la décision du 1er avril 2022, mais participent de la structure même du Conseil constitutionnel. Une situation qu'il qualifie de partialité incompatible avec les standards de l'organisation de la justice en pays démocratique. Ils reprennent également l'idée d'une forme de dépendance au pouvoir contrôlé des sages du Conseil. Très bien, nous voilà bien avancés. Eh bien oui, nous l'avons vu, l'action de contrôle du Conseil est nécessaire au maintien de l'état de droit et au bon fonctionnement de notre régime. Donc certes, comme toute instance, elle peut être critiquée, mais il serait bon d'apporter des idées d'ajustement. Et ça tombe bien, car plusieurs juristes et professeurs de droit ont apporté leur pierre à l'édifice. Après avoir exposé ses critiques, François-Julien Laferrière poursuit sa tribune en présentant ses idées pour pallier les failles du mode de désignation des membres du Conseil, qui serait pour lui le cœur du problème. Il propose de confier la nomination des sages non pas au président de la République, du Sénat et de l'Assemblée, mais à l'Assemblée générale du Conseil d'État, l'Assemblée générale de la Cour de cassation et la Chambre du Conseil de la Cour des comptes. En somme, il propose de transformer ces choix individuels en fruits de réflexion collective. Il va même plus loin en suggérant que ce soit les membres du Conseil en fonction qui nomment leur propre président, et ce, à chaque renouvellement partiel. Avec ce système, le professeur entend dépasser la question de l'indépendance du Conseil et les possibles manquements de connaissances en droit de ses membres. Et pour être certain des compétences juridiques des sages, il propose d'exiger une justification d'au moins une maîtrise de droit et de 10 ans d'exercice d'une fonction au sein d'une juridiction administrative, judiciaire ou financière, ou d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur d'État. Enfin, afin de siéger à la table du Conseil, il conviendrait selon lui de fournir le bulletin numéro 2 du casier judiciaire afin d'attester qu'aucune condamnation incompatible avec les futures fonctions ne soit à relever. Il faut savoir que c'est un contrôle auquel doivent se plier tout fonctionnaire de l'État, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière. Mais que faire de l'épineuse question des anciens présidents de la République siégeant de droit au Conseil constitutionnel ? C'est une singularité à la française qui braque une partie des constitutionnalistes. Et elle prend racine dans la fin de la 4ème République en 1958. Dans la Constitution de la 5ème République, le constituant a fait une place institutionnelle aux anciens présidents de la 4ème République. Il leur a offert une place au Conseil constitutionnel. Mais en 1962, René Coty meurt et Vincent Auriol se retire du Conseil. Toutefois, à l'époque, l'institution servait surtout à faire attention que le Parlement n'empiète pas sur les compétences du gouvernement. Ce n'est qu'à partir des années 70 que le Conseil constitutionnel est devenu un garant des droits fondamentaux et de la Constitution. Il faut attendre 2004, lorsque Giscard abandonne la vie politique, et 3 ans plus tard, quand Chirac quitte l'Élysée, pour que cette incongruité prenne vraiment corps. Oui, avant eux, De Gaulle et Mitterrand avaient refusé de siéger au sein du Conseil constitutionnel, et Georges Pompidou décède avant la fin de son mandat. La présence de ces anciens présidents de la République au sein du Conseil a posé des problèmes d'impartialité, et ce à plusieurs reprises. Mais pour l'instant, les jeux de déport et de révocation ont permis d'éviter les situations de conflit d'intérêts. Depuis François Hollande, plus aucun ancien président de la République ne siège au Conseil constitutionnel. Cette exception française de trop, pour reprendre les mots de Robert Badinter, lui-même ancien président du Conseil constitutionnel, semble s'effacer d'elle-même et reste critiquée par l'actuel président du Conseil. Pourtant, un basculement survenu de l'autre côté de l'Atlantique a fait émerger des avis contradictoires. À l'été 2022, par le biais de nouvelles nominations, la Cour suprême américaine est brusquement devenue hostile à certains droits et libertés, tels que le droit à l'avortement. Sous l'influence d'une nouvelle majorité conservatrice au sein de la Cour, l'interprétation de la Constitution américaine a été fortement bousculée. Cet événement a retenti comme un avertissement en France, et a rappelé que les droits et libertés ne sont pas des acquis éternels. Une nouvelle crainte a alors émergé. Et si le risque de l'effondrement de l'état de droit venait aussi du pouvoir d'interprétation du juge constitutionnel? Et oui, en soi, rien ne peut empêcher une mue liberticide du Conseil constitutionnel si cette idéologie venait à prendre la tête de l'État.
Et c'est ici que la nomination de droit des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel revient sur le devant de la scène. Pour certains, ce processus automatique pourrait entraver, durant un temps du moins, la bascule liberticide du Conseil constitutionnel si un parti lui-même liberticide venait à prendre les rênes de nos institutions. Les défenseurs de cette idée raisonnent de la façon suivante. Garder de fait d'anciens présidents de la République censés être fidèles aux fondements de l'état de droit au sein du Conseil constitutionnel permettrait de faire un contrepoids à la majorité des membres nommés potentiellement hostiles aux libertés. Que l'on soit d'accord ou non avec cette vision, elle a le mérite de mettre en évidence des réflexions sur le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Mais pour changer le processus de nomination des membres du Conseil, il faut modifier l'article 56 de la Constitution. Pour cela, soit le président de la République décide de présenter une révision du texte lors d'un référendum, soit il soumet le projet de révision au Parlement convoqué en congrès. Dans ce dernier cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Le Conseil constitutionnel n'est donc pas une institution comme les autres. Indispensable au maintien de l'état de droit et au respect de la Constitution, c'est un organe de contrôle du pouvoir dont les activités ne cessent de croître. Bien que surnommés les 9 sages, ses membres ne sont pas exempts de toute critique. Des failles qui ne remettent pas en cause l'existence même du Conseil, mais qui posent la question d'une possible révision. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à me mettre en commentaire quel sujet vous aimeriez que j'aborde. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.